C'est un honneur et une joie de pouvoir vous dire quelques mots à propos de l'initiative de la Fondation L'Oréal et de l'UNESCO, intitulée donc « Les hommes s'engagent pour les femmes et la science ». C'est une initiative que je soutiens, que je salue, pour une raison qui est tout sauf capillotractée, puisqu'elle est à la fois évidente, empirique et incontestable. Cette raison s'appuie en partie sur un constat brutal qui fut prononcé par l'un des philosophes que j'admire le plus, qui est Ludwig Wittgenstein, qui a écrit ceci. C'est un coup du sort étrange. Tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. Lui qui est d'habitude si précis, si soucieux d'interroger ce qu'il y a derrière les mots, si soucieux de parler clairement et de façon juste, n'a dit là qu'une demi-vérité, plus exactement de la moitié de la vérité, car il aurait dû ajouter, pour dire l'entièreté du vrai, toutes les femmes aussi, toutes les femmes dont on a ouvert le crâne avaient elles aussi un cerveau. À sa décharge, je dois avouer que je n'ai pas pris le temps de vérifier quel mot Wittgenstein a utilisé en allemand pour dire homme. S'il a utilisé le mot Männer, mon argument tombe. Non, pardon, c'est l'inverse. S'il a dit Männer, mon argument vaut. S'il a utilisé le mot Menschen, mon argument s'effondre. Beaucoup de choses ont été dites ce soir et je voudrais me contenter de rendre hommage à trois hommes qui ont participé à la cause de ce soir, en l'anticipant avec une avance parfois considérable. Le premier de ces hommes est un philosophe très peu connu du XVIe siècle. Il s'appelle François Poulain de la Barre. C'est un drôle de personnage. Il était cartésien, féministe. Il a été un temps prêtre de l'Église catholique. Il a été un temps protestant. À l'époque, c'était compliqué. Et en 1677, il a fait paraître, de façon anonyme, un ouvrage intitulé « De l'égalité des deux sexes, discours physique et moral », où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. Il défendait l'idée que l'inégalité de traitement que subissent les femmes n'a pas de fondement naturel, mais procède d'un préjugé culturel. Et j'ai vérifié, le mot préjugé, à l'époque, était tout neuf. Il préconisait donc qu'on donnât aux femmes une véritable éducation, mais aussi qu'on leur ouvrit les carrières scientifiques. Il écrit, par exemple, « Les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes, mais, ajoute-t-il, cela ne peut être établi qu'en refusant deux sortes d'adversaires. Le premier est la pensée vulgaire, le second est l'ensemble de presque tous les savants. » J'ajoute que ce monsieur François Poulain de la Barre, c'est à lui qu'on doit la célèbre formule « L'esprit n'a pas de sexe » que Simone de Beauvoir avait mis en épigraphe de son deuxième sexe. L'esprit n'a pas de sexe sans doute, mais il y a peut-être des exceptions. Enfin, j'en connais une. C'est la découverte de la fission uranium-235. Souvenez-vous, en 1934, en 1934, Enrico Fermi, avec son équipe, envoie des neutrons sur de l'uranium. Ils font une analyse chimique de l'acide, donc rien de spécial, ils en déduisent qu'ils ont fabriqué le premier transuranium, l'élément 93. Ils publient, et quelques ans plus tard, ils reçoivent une lettre d'une femme qui s'appelle Ida Nodak, qui est allemande. C'est la Marie Curie allemande, comme on l'appelle, elle a découvert l'uranium. Et elle fait remarquer que les analyses chimiques n'ont peut-être pas été bien faites et qu'on ne peut pas exclure que l'uranium est fragmenté en plusieurs morceaux plus petits. Et l'équipe de Fermi ne prend pas cette idée au sérieux. 4 ans plus tard, Otto Hahn et son équipe refont la même expérience, découvrent du paralium dans la cible, pensent que c'est une impureté, et grâce à un échange de lettres avec Lise Meitner, qui est une femme, c'est elle qui a l'idée qu'il y a eu une fission d'un gros noyau percuté par un neutron lent. Il semble qu'il faille avoir un cerveau féminin pour comprendre qu'un neutron, que la lenteur d'un neutron puisse être suffisante pour casser un édifice aussi gros qu'un noyau d'uranium. Je ferme la parenthèse. Le second personnage que je voulais évoquer, c'est Platon. Platon écrit La République. La République, c'est une cité idéale conçue pour qu'on ne puisse plus y mettre à mort les justes. Platon.
Platon a été traumatisé par le fait que c'est une démocratie qui a condamné Socrate à mort. Et il invente donc théoriquement une nouvelle société dans laquelle il dit ceci: la femme participe naturellement à toutes les occupations, l'homme de son côté participe à toutes également. Platon décrète la plus stricte égalité entre les gardiennes et les gardiens de la cité. Il prescrit que les femmes s'entraînent à la lutte dans les gymnases, qu'elles s'exercent à la course et au javelot. Comme les hommes, rien non plus ne doit distinguer leur formation intellectuelle de celle des hommes, et surtout rien n'exclut qu'elles puissent accéder aux plus hautes fonctions dans tous les domaines. Dans la société grecque antique où les femmes demeuraient écartées des savoirs du sport et des armes, Platon marquait là une vraie rupture, au moins dans le discours. Car nous le savons bien, le problème des discours, c'est qu'ils ont des limites. Et là, les limites sont aux yeux. Si vous lisez les dialogues de Platon, vous verrez que ce ne sont que des hommes qui parlent entre eux. Il n'y a que deux exceptions, Diotine dans le banquet, qui définit l'amour, et Aspasie qui rend hommage au soldat disparu dans le dialogue qui s'appelle Ménexène. En vérité, ce ne sont pas elles qui parlent directement, mais Socrate qui rapporte leurs propos. On dit chez Platon, les femmes ne sont que ventriloquées par des voix mâles. Ça fait penser à une remarque que faisait un grand joueur de baseball américain, qui s'appelle Yogi Berra, qui disait « La théorie et la pratique, c'est exactement la même chose, sauf qu'en pratique, c'est pas vrai. » L'autre élément est un mathématicien qu'on appelle le prince des mathématiques, c'est Carl Friedrich Gauss, et c'est un mathématicien qui entretenait au XIXe siècle donc une correspondance avec une mathématicienne, Sophie Germain, qui se cachait pour faire des mathématiques sous le nom masculin d'Antoine Auguste Leblanc, un peu comme Émile Leclerc qui a été évoqué tout à l'heure. À l'époque, il était impensable qu'une femme fût une mathématicienne. Elle correspond, dit-on, sous ce nom avec Gauss, qui était impressionné par ses travaux sur la théorie des nombres, mais lorsque les troupes de Napoléon occupèrent Brunswick, où habitait Gauss, Sophie Germain a craint pour la vie de son génial correspondant. Elle a donc demandé à un général français de le protéger. Et c'est ainsi que Gauss a compris qu'Antoine était Sophie. Il a écrit alors une lettre célèbre à Sophie Germain dont je voudrais lire les dernières lignes, ça sera ma conclusion. Gauss écrit ceci: « Lorsqu'une personne de ce sexe qui, par nos mœurs et nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes à se familiariser avec ses recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ses entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute qu'elles aient le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires et un génie supérieur. » La messe est dite.